Le 22 juin 2025, à 2h30 du matin dans le ciel de Téhéran, 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit américains larguent 14 bombes anti-bunker GBU-57 sur la forteresse souterraine de Fordow, enfouie à 90 mètres sous la montagne. Pendant ce temps précis, à des milliers de kilomètres de là, l'arsenal nucléaire complet de Kim Jong-un reste parfaitement intact en Corée du Nord, protégé non pas par des couches successives de béton armé et d'acier renforcé, mais par une stratégie géopolitique implacable que l'Iran n'a jamais pleinement embrassée, malgré les avertissements répétés. Les parallèles entre ces deux nations sont absolument frappants et révélateurs d'une réalité brutale. L'Iran a suspendu son enrichissement d'uranium en 2003 pour privilégier la voie diplomatique et maintenir ses engagements internationaux, alors que la Corée du Nord a continué méthodiquement son programme, malgré une pression internationale sans précédent et des sanctions économiques dévastatrices. Deux pays poursuivant exactement le même objectif stratégique, mais un seul a franchi définitivement la ligne d'arrivée nucléaire et possède aujourd'hui des armes opérationnelles. Cette différence fondamentale nous révèle des vérités essentielles sur les 20 prochaines années de prolifération nucléaire dans un monde multipolaire de plus en plus fragmenté. Laissez-moi vous expliquer comment des choix stratégiques faits il y a plusieurs décennies garantissent mathématiquement qu'il y aura davantage de pays dotés d'armes nucléaires dans un avenir très proche. En 1968, l'Iran a officiellement signé le traité sur la non-prolifération nucléaire en promettant solennellement de ne jamais construire la bombe atomique ni développer d'armes nucléaires. Après la révolution islamique de 1979 qui a renversé le Shah, Téhéran a discrètement commencé l'enrichissement de l'uranium dans des installations secrètes tout en maintenant publiquement ses engagements diplomatiques au titre du traité sur la non-prolifération. La Corée du Nord n'a jamais fait de telles promesses contraignantes et a maintenu une posture d'ambiguïté stratégique dès le départ. Dès 1986, les réacteurs nucléaires construits partiellement par les soviétiques à Yongbyon produisaient déjà du plutonium de qualité militaire, posant ainsi les fondations techniques essentielles pour la fabrication future d'armes nucléaires opérationnelles. En 2003, la Corée du Nord franchit un Rubicon historique en se retirant entièrement et officiellement du traité sur la non-prolifération, annonçant publiquement au monde entier qu'elle construirait des armes nucléaires quel qu'en soit le coût économique et l'isolement diplomatique. Pendant exactement cette même période critique, l'Iran faisait face à des pressions internationales croissantes après les révélations explosives sur son installation secrète d'enrichissement de Natanz, et a fait le choix diamétralement inverse en suspendant temporairement l'enrichissement pour négocier avec les puissances occidentales. Cette décision stratégique de l'Iran a exposé dangereusement son programme nucléaire à une pression extérieure constante et à une surveillance intrusive permanente. Chaque cycle de négociation diplomatique permettait aux services de renseignement occidentaux de recueillir des informations techniques précieuses, d'imposer des restrictions toujours plus contraignantes et de préparer minutieusement des opérations de sabotage sophistiquées. Le retrait unilatéral de la Corée du Nord a supprimé instantanément toute surveillance internationale et toute présence d'inspecteurs sur son territoire. Pendant que l'Iran débattait interminablement avec les diplomates européens et américains dans des hôtels luxueux, la Corée du Nord construisait méthodiquement des milliers de centrifugeuses à uranium dans l'opacité totale. L'écart de vulnérabilité stratégique entre ces deux approches est devenu un gouffre absolument béant et irréversible. En 2010, le virus informatique Stuxnet, développé conjointement par les États-Unis et Israël, a détruit environ 1 millier de centrifugeuses à Natanz lors d'une cyberattaque d'une sophistication inédite, rendue techniquement possible uniquement parce que les installations iraniennes étaient parfaitement connues, cartographiées et surveillées en permanence par les services de renseignement occidentaux. Aucune de ces attaques informatiques ou physiques n'a jamais visé les sites nucléaires nord-coréens protégés par leur isolement stratégique. Le complexe de Yongbyon a fonctionné sans être jamais dérangé pendant des décennies, protégé non pas par une meilleure sécurité physique ou informatique, mais par une opacité stratégique délibérée et une volonté d'accepter l'isolement international complet. L'Iran a misé tous ses espoirs sur la diplomatie multilatérale avec l'accord nucléaire historique de 2015. Le plan d'action global conjoint négocié laborieusement avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cet accord diplomatique complexe a apporté un allègement substantiel mais temporaire des sanctions économiques paralysantes,
mais également une surveillance internationale accrue et des inspections intrusives permanentes. Des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont examiné minutieusement les sites iraniens, pendant que ceux de la Corée du Nord sont restés hermétiquement fermés et totalement opaques. Téhéran a essentiellement troqué ses progrès nucléaires contre un répit économique limité et la perspective hypothétique d'une réintégration dans le système économique international. En 2017, Kim Jong-un a fièrement déclaré lors d'un discours télévisé que la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord était définitivement achevée avec des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre le territoire continental américain. Après le retrait unilatéral controversé de Donald Trump du plan d'action global conjoint en 2018, malgré la conformité iranienne certifiée, le programme nucléaire iranien est paradoxalement resté limité par les accords internationaux qu'il espérait encore préserver pour maintenir des relations avec l'Europe. Lorsque la guerre dévastatrice de 12 jours entre l'Iran et Israël a éclaté en juin 2025, après des mois de tensions croissantes, Benjamin Netanyahou a ordonné le bombardement massif des installations nucléaires iraniennes dans une opération militaire d'une ampleur historique. Plus de 200 avions de combat israéliens F-35 et F-15 ont largué 330 munitions guidées de précision sur les sites nucléaires iraniens stratégiques de Natanz, Fordow et Ispahan. L'Iran a riposté massivement avec 550 missiles balistiques de moyenne portée et plus de 1000 drones kamikazes dans une contre-attaque désespérée, mais les dégâts catastrophiques sur ces installations nucléaires étaient déjà irréversiblement faits. Lorsque Donald Trump a rejoint l'offensive militaire avec 14 bombes anti-bunker massives GBU-57, larguées par des bombardiers B-2 visant spécifiquement Fordow, Natanz et Ispahan, l'infrastructure nucléaire souterraine de l'Iran était méthodiquement réduite en ruines fumantes. La Corée du Nord a observé attentivement cette démonstration de force militaire avec son arsenal nucléaire parfaitement intact et opérationnel. La différence fondamentale entre ces deux nations n'était absolument pas dans la technologie disponible, les ressources financières mobilisées ou la détermination politique initiale. C'était une différence purement stratégique dans l'approche géopolitique fondamentale adoptée dès le départ. Une nation a courageusement accepté l'isolement international complet et les privations économiques massives pour obtenir un atout de dissuasion décisif et irréversible. L'autre a désespérément voulu simultanément la légitimité internationale et la capacité nucléaire, mais s'est finalement retrouvé tragiquement sans aucune des deux. Il existe certes beaucoup de zones grises complexes en géopolitique contemporaine, mais lorsqu'il s'agit spécifiquement d'armes nucléaires, il existe une vérité géopolitique absolument incontestable et brutale. Il n'existe strictement aucun juste milieu viable dans la course à l'arme nucléaire. Le programme nucléaire iranien a été systématiquement détruit par des frappes aériennes d'une précision chirurgicale. Les frappes militaires coordonnées ont constitué un succès opérationnel spectaculaire pour les forces aériennes israéliennes et américaines. Les principales installations souterraines d'enrichissement d'uranium ont été totalement détruites avec des bombes bunker buster pénétrant profondément. Cependant, prétendre que cette campagne de bombardement représente la conclusion définitive de l'histoire nucléaire iranienne serait une erreur d'analyse stratégique fondamentale et dangereuse. En juin 1981, 8 chasseurs F-16 israéliens ont complètement détruit en seulement 11 minutes le réacteur nucléaire Osirak dans le désert irakien lors de l'opération Opéra. Cette mission militaire audacieuse a été universellement saluée comme un chef-d'œuvre tactique, une frappe chirurgicale décisive et apparemment complète. Les services de renseignement israéliens ont affirmé avec confiance que le programme nucléaire irakien avait été définitivement neutralisé et que la menace existentielle était éliminée. Mais Osirak n'était en réalité que le tout premier acte d'une tragédie géopolitique de 20 ans. Ce qui ressemblait initialement à une victoire militaire nette est progressivement devenu le premier domino d'une cascade inexorable, menant finalement à une invasion massive à grande échelle. Le schéma opérationnel était séduisant dans sa simplicité apparente et trompeuse. Identifier précisément la menace émergente, frapper chirurgicalement la cible stratégique, déclarer publiquement le succès définitif. Mais chaque fois, le problème politique et stratégique de fond demeurait intact sous la surface. Opération Tempête du désert en 1991, après l'invasion du Koweït. En seulement 6 semaines de guerre aérienne intensive,
La coalition internationale a méthodiquement détruit l'armée irakienne en frappant systématiquement ses capacités militaires conventionnelles présumées. Les analyses de renseignement montraient alors avec certitude que l'armement conventionnel de l'Irak était complètement paralysé et hors de combat. Le président George Herbert Walker Bush a solennellement affirmé que tous les objectifs militaires de la guerre étaient pleinement atteints. Le secrétaire à la Défense Dick Cheney a publiquement déclaré que la menace militaire irakienne était totalement et définitivement éliminée. Mission apparemment accomplie selon les standards militaires occidentaux. La redoutable machine de guerre de Saddam Hussein était brisée et neutralisée. En 1998, après l'expulsion controversée des inspecteurs de l'Organisation des Nations Unies par le régime irakien, l'opération Renard du désert a mené 4 jours intensifs de frappes aériennes massives sur des sites d'armement présumés. Le président Bill Clinton a officiellement déclaré que cette opération militaire avait significativement réduit les capacités d'armes de destruction massive de Saddam Hussein. Mais une question stratégique fondamentale demeurait sans réponse logique. Si Tempête du désert avait réellement complètement éliminé la menace militaire irakienne en 1991, pourquoi Renard du désert était-il nécessaire 7 années plus tard? Si Renard du désert avait véritablement et considérablement réduit les capacités d'armement en 1998, pourquoi les agences de renseignement occidentales mettaient-elles encore en garde contre des programmes irakiens actifs en 2002? Admettre publiquement que les frappes militaires successives avaient échoué à résoudre le problème n'était absolument pas une option politique acceptable. Trop de capital politique précieux avait été massivement investi dans la revendication publique du succès militaire. À la place, le récit officiel est progressivement devenu que l'Irak était exceptionnellement persistant, exceptionnellement dangereux et nécessitait des mesures militaires toujours plus fortes, de façon unique. En 2003, les décideurs politiques américains ont vu dans ces 20 années un schéma récurrent de défiance irakienne appelant inexorablement des réponses militaires toujours plus massives. La future administration Bush ne pouvait politiquement pas admettre que les victoires militaires passées proclamées avaient déjà définitivement résolu le problème fondamental. Tout cela a finalement abouti à l'invasion terrestre massive de 2003, menée par l'administration Bush sous de faux prétextes. La Corée du Nord a attentivement observé cette évolution tragique sur 2 décennies et en a tiré ses propres conclusions stratégiques implacables. Les frappes contre l'Iran visaient officiellement à stopper définitivement la prolifération nucléaire régionale. Au lieu de cela, elles ont involontairement révélé les nouvelles règles implacables d'un monde multipolaire où seuls les arsenaux nucléaires complètement achevés et opérationnels suscitent un véritable respect géopolitique durable. L'Iran a opté pour la diplomatie multilatérale et la transparence relative, et a été impitoyablement bombardé. La Corée du Nord a choisi l'isolement total et l'opacité stratégique, et demeure aujourd'hui complètement intouchable militairement. Alors que la fumée se dissipe lentement au-dessus des ruines de Fordow, c'est ironiquement la stratégie nord-coréenne qui paraît rétrospectivement prophétique et rationnelle.